On peut revenir, donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les, ne les oubliez pas, on va y revenir. Voilà, pour faire un petit enchaînement et un lien, je pense que Dr Saïd, en 2 mots, voudrait en fait, voilà, s'il vous plaît, vous dire quelque chose. Seulement pour cette question de moyens, qui est assez souvent soulevée. Lorsqu'on parle de management, et justement, la finalité du management, c'est de regrouper des moyens, des personnes, une politique dans une approche gestionnaire et globale. C'est ça le management. Et votre rôle en tant qu'ingénieur n'est pas d'imposer les moyens, mais de travailler autant que possible avec les moyens dont vous disposez. Et croyez-moi que toute chose peut être résolue uniquement par vos propres moyens. Et je donne l'exemple, sur le plan médical, nous avons des malades auxquels on préconise, voilà, je mets ma casquette de médecin, des malades auxquels on préconise des diètes qui sont très chères, et les mêmes diètes, les mêmes oligo-éléments, on les trouve chez les couches porcs dans des ingrédients alimentaires qui sont uniquement accessibles par les pauvres. Donc ça veut dire que vous pouvez tout trouver, c'est à vous de faire travailler justement votre rôle d'ingénieur, et merci. Magnifique. J'aurais pas pu trouver en fait meilleure conclusion. Merci beaucoup, docteur. Donc je vais enchaîner, si vous permettez, faire le pont directement, parce qu'on a Célestley qui doit en fait partir vers là par la suite. Donc Célestley, en fait, je vous demanderai déjà de vous présenter. Pour moi, c'était une très agréable surprise en fait de vous rencontrer aujourd'hui. On se connaît sur un autre registre, celui de la CGM. Donc je vous demanderai déjà en fait, s'il vous plaît, de vous présenter et de nous introduire en fait cette notion de veille technologique, s'il vous plaît. Merci. Bon, c'est difficile d'arriver devant 10 000 experts et puis de parler de quelque chose qui est peut-être un peu plus abstrait et un peu plus visionnaire que la réalité du terrain. En fait, pour me présenter en 2 mots, bon, moi je suis plutôt de formation électronique, donc je ne suis pas du tout dans le domaine du bâtiment. Néanmoins, dans ma vie, j'ai eu à diriger la société ST Microélectronique pendant... J'y suis resté 27 ans et je l'ai dirigé pendant une 12aine d'années. Ensuite, j'ai rejoint la CDG pour faire tout ce qui est offshoring. Donc, j'ai eu à diriger des sociétés que vous avez ici sur l'offshore, Creative Technologies. Donc, j'avais aussi une petite boîte qui faisait le SIG. Et puis après, je rejoins encore une autre activité qui est la recherche et développement pour un projet national qui s'appelle MACER, qui consiste à mettre en place un laboratoire de recherche appliquée. Donc voilà à peu près, en quelques mots, le chemin que j'ai fait. Mais je voudrais revenir un peu au thème de la journée, de la veille technologique. Et avant de donner quelques définitions comme ça a été demandé, je voudrais vous dire quelques exemples de, quand on n'a pas fait la veille technologique, quelles sont les conséquences. Et je vais remonter très très loin. Je vais remonter très loin. Il y a plusieurs siècles, il y avait des guerres de dynastie en Chine. Il y avait des guerres de dynastie en Chine, et il y a eu une petite guerre, bon, fameuse, où une dynastie qui avait perdu pendant des années et qui voulait revenir a combattu une armée énorme. Et en fait, l'armée a attaqué de front, et les autres, ils étaient en attente, et puis à un moment donné, ils ont utilisé leur bouclier comme miroir. Et c'était la première fois que dans une stratégie de guerre, ils ont utilisé le miroir qui a aveuglé les chevaux. Les chevaux se sont emballés. Et l'armée était en déroute, qui était en face, elle était en déroute. Bon, après, il y a eu plein de péripéties. Et l'armée en face était en déroute. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas, l'armée qui attaquait ne s'attendait pas à cet événement-là, et ne s'attendait pas du tout à ce que la technologie des gens en face ait dépassé, qui était juste un miroir avec un réflecteur. Une autre aussi avancée technologique qui est peut-être un peu plus militaire et commerciale, parce que vous savez, des militaires on apprend beaucoup, militaire et commercial. Après j'arriverai avec l'application, vous connaissez tout ce qui est civil, où il y a une avancée technologique, c'est tout simplement la boussole. Ceux qui avaient la boussole naviguaient plus vite, plus facilement, et se déplaçaient, savaient où aller, et c'était aussi une avancée technologique par rapport aux autres qui n'avaient pas ça. Ça permettait de commercer mieux, ça permettait de se repérer plus facilement. Une autre avancée technologique, c'est qui permet aussi, qui a donné une avance par rapport aux autres qui n'étaient pas, c'était évidemment la machine à vapeur.
ceux qui avaient commencé à mettre la vapeur dans les bateaux étaient plus agiles, plus rapides des autres qui dépendaient du vent. Et donc dans ce cas-là, ils pouvaient se déplacer jour et nuit, ils pouvaient être présents très rapidement. D'autres avancées technologiques qui peuvent aussi, si vous ne le savez pas, en parlant de veille technologique et d'intelligence économique ou militaire, c'est aussi la portée des canons. Quand vous allez en guerre, si vous avez un canon qui a une portée d'1 kilomètre et que ceux qui sont en face de vous ont des canons qui ont des portées de 3 kilomètres et que vous ne le savez pas, je pense que vous avez en général une très très mauvaise surprise. D'accord? Donc vous voyez un petit peu en termes d'avancée. Plus récemment, bon, je ne dirais pas les noms, mais il y a eu un très grand constructeur, fabricant de téléphones, qui a perdu énormément, parce qu'il s'est focalisé sur sa technologie, il s'est focalisé sur sa méthode en se disant « je suis le meilleur et j'ai les meilleures technologies », et il n'a pas regardé qu'il y avait à côté quelqu'un qui était très innovant et qui en fait a mis sur le marché quelque chose, donc il n'a pas eu le réflexe de savoir, de s'informer, et qui a mis sur le marché quelque chose qui a répondu tout de suite, qui était beaucoup plus convivial, et qui a répondu tout de suite à un besoin, et ça a explosé. Ça a explosé, donc vous savez tous ce que c'est que l'iPhone, et vous savez un peu ce que est devenu l'iPhone pour vous tous, chacun veut son iPhone, chacun veut l'avoir, etc. Puis je vois mon voisin qui a l'iPad, et vous voyez aussi un peu l'iPad qui est venu par rapport à des fabricants traditionnels de PC, qui est resté sur le PC traditionnel, et puis on voit le tactile, l'iPad qui rentre, qui n'a rien de technologiquement supérieur, c'est-à-dire il n'y a aucune invention technologique, mais il y a un assemblage de technologies, et c'est l'idée qui a été avant-gardiste et qui a permis d'être là. Donc au niveau veille technologique, d'abord ça évite beaucoup de désagréments, c'est-à-dire que pour vous, futurs ingénieurs, élèves ingénieurs et futurs développeurs ou encadrants ou managers, quand vous prenez une décision, vous ne pouvez pas prendre une décision tout simplement basée sur ce que vous connaissez. Vous vous basez aussi sur une connaissance que vous n'avez pas, qui est globale et qui peut être disponible, et c'est là où on parle d'intelligence. On parle d'intelligence économique, d'intelligence industrielle. Maintenant, on utilise des termes un peu plus sympathiques de veille technologique, mais néanmoins, ceci existe, et souvent, les chercheurs appellent ça l'état de l'art. Quand ils font une bibliographie, ils vont chercher ce qu'ils appellent l'état de l'art. Bon, ça permet de se mettre au courant et de savoir qu'est-ce qui se fait pour ne pas refaire ce qui a été fait, mais par contre, d'utiliser ce qui a été fait. Et je voudrais vous passer un message, parce que nous avons une culture, méditerranéenne, et dans notre culture méditerranéenne, la copie n'est pas acceptée. C'est déshonorant de copier. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à copier. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait ailleurs. N'hésitez pas à dire non, il a fait ça, c'est pas, moi je vais faire mieux. Non, posez-vous les questions de dire ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, et quel est l'intérêt de le faire de cette manière-là, parce que sûrement il y a une bonne idée derrière, avant que moi je développe autre chose, c'est-à-dire que je me base sur un certain nombre d'acquis qui me permettent d'avancer, et ce qui permet aussi, un mot très important, d'anticiper demain. Vous qui êtes dans le génie civil pour la plupart, si vous commencez à fabriquer des ponts, imaginez que vous avez un appel d'offres national pour faire des études sur des ponts, des autoroutes, des maisons, et que vous utilisez des logiciels, tout bêtement, ou des technologies qui sont totalement dépassées parce que vous n'avez pas eu le réflexe auparavant d'aller regarder ce qui se passe dans le monde, de regarder les nouvelles technologies, de regarder l'avancée technologique, vous êtes quasiment certain de perdre le marché. Vous êtes quasiment certain, parce qu'en termes de répondre au cahier de charge, vous n'êtes plus dedans, en termes de coût, vous n'êtes plus dedans, en termes de facilité d'exécution, donc de délai d'exécution, vous n'êtes plus dedans. Vous n'êtes plus dedans. Aujourd'hui, j'imagine très mal, bon, je ne suis pas ingénieur génie civil, donc vous m'excuserez si je dis des choses un peu basiques, mais je vois très mal quelqu'un venir faire un pont de manière traditionnelle. Aujourd'hui, tout est préfabriqué, tout arrive, tout est installé, et j'imagine pas du tout qu'il y ait une entreprise qui demain va venir commencer à creuser, mettre ses structures, attendre. C'est totalement dépassé. D'accord? J'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps de voir comment ils ont construit un des ponts à New York. Le principal pont, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, de Manhattan, je crois, de Manhattan, et comment ils ont mis des cloches pour évacuer l'air, combien il y a eu de morts en parlant des risques et tout. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé.
Donc si vous refaites la même technique, je vous assure que vous êtes sûr de ne pas finir le compte dans les délais. Donc voilà l'intérêt. Alors, je n'irai pas empiéter parce que c'est un débat très intéressant. Je crois qu'il est important de suivre l'évolution technologique, d'être toujours à même de suivre l'évolution technologique. Vous avez, vous, une chance dans votre génération par rapport à nous. C'est que l'information est accessible. Aujourd'hui, l'information via Internet, vous avez un accès à l'information, vous avez des bases de données incroyables dans même les universités, dans le monde entier, qui mettent en ligne un certain nombre d'informations. Vous cliquez sur les brevets, vous avez tout de suite, sur l'OMPIC, vous avez une liste de brevets de tout ce qui se passe, de tout ce qui existe dans le monde. Ceci n'existait pas il y a 20 ans. Donc ça vous donne l'accès à la connaissance, ça vous donne l'accès à la technologie, et honnêtement, c'est un outil très important. Il faut savoir anticiper la concurrence, parce que le monde est fait de concurrence. Donc cette concurrence, ça permet d'améliorer la qualité, d'améliorer la réactivité et la productivité, de mettre en place de nouveaux procédés et d'améliorer vos coûts. Donc voilà, en gros, donc je ne vais pas rentrer dans des définitions, peut-être après ce sera fait par les collègues, des définitions très sophistiquées sur la veille technologique, mais je pense que l'importance de cette veille technologique, ne pas réinventer la roue, se baser sur ce qui existe, être capable de regarder ce qui se fait, copier s'il le faut. N'oubliez pas que dans de grandes structures, tout à l'heure on rigolait, on parlait du KGB, imaginez qu'il y a eu des structures étatiques énormes qui ont fait de l'intelligence. Vous imaginez un petit peu et de très grande puissance mondiale. Regardez dernièrement l'effet qu'a fait la Corée du Nord avec son missile. Tout le monde s'inquiète, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que c'est vraiment un satellite? Est-ce que ça cache pas autre chose? Et franchement, il y a plein de gens qui seraient prêts à payer beaucoup d'argent pour savoir exactement qu'est-ce que ça cache. Donc en quelques mots, pour plutôt ouvrir le débat, donc voilà ce qui existe. Vraiment, ça vous aide énormément. Alors, pour le Maroc, parce que c'est important, j'ai aussi cette casquette CGEM. Pour le Maroc, au niveau du patronat marocain, on a estimé qu'aujourd'hui, nous étions très très loin du compte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'obstacles au niveau des petites et moyennes entreprises, et je ne parle même pas des TPE, des très petites entreprises, concernant l'information, le conseil, l'innovation et la qualité des pratiques de gestion. Nous estimons que vraiment les bases d'information nationales en tout cas sont extrêmement faibles. Ça ne permet même pas d'intégrer la notion d'information scientifique. C'est vrai qu'il y a Internet, c'est vrai qu'il y a l'OMPIC, mais nous n'avons pas d'organisme qui permet d'avoir une véritable veille dans les différents secteurs, une veille sectorielle. Même au niveau des fédérations professionnelles, et je fais le mea culpa intra-CGEM, c'est-à-dire qu'on a des fédérations professionnelles qui elles-mêmes n'intègrent pas ces veilles. C'est vrai qu'il y a les fameux centres technologiques, mais néanmoins, ça n'intègre pas assez cette veille technologique qui permet d'avoir un ingénieur comme vous, d'avoir accès immédiatement à l'information, de savoir qu'est-ce qui se fait, quel est l'état de l'art, et puis d'aller chercher, de savoir au moins où sont situés les concurrents, parce que c'est déjà important de savoir, et de savoir ce qui existe. Alors, néanmoins, il n'existe pas rien. Ce qu'il existe, je vous donne pour l'information, il y a l'INIST au CNRST qui existe, qui donne un certain nombre d'informations scientifiques. Il y a les cités d'innovation qui sont en cours de création, qui devraient intégrer des centres de veille technologique. Et donc c'est un projet qui a été lancé par le ministère de l'Industrie il y a un an et demi, et qui va prendre forme. Donc je crois qu'il y a une cité d'innovation de Casa, qui devrait être peut-être à côté de la bibliothèque Sprat, qui est pas loin d'ici. Il y a Fès, Marrakech qui vont se faire, et ça vous permet d'accéder à l'information. La CGEM a quelques informations économiques, ça peut vous aider, ainsi que les CR. Donc voilà en quelques mots. Je laisserai plutôt le débat ouvert et les questions pour ne pas, après, je dirais beaucoup d'informations sur la sécurité, puis aussi peut-être les collègues qui donneront plus de précision. Je vous remercie. Merci beaucoup Céleste, merci beaucoup en fait, franchement pour votre présentation. J'ai eu la chance il y a quelques années de créer le département stratégie et intelligence économique pour le géant mondial Maersk, et je peux vous assurer que j'ai appris beaucoup de votre présentation. Donc franchement merci beaucoup. C'était en fait de l'or en bas, réellement, et bien présenté en plus. Donc franchement on peut le Je rebondis juste en fait rapidement sur deux éléments. Vous m'aviez tendu la perche tout à l'heure en parlant du comité de soda du KGB. Quand je vous dis en fait guerre mondiale, quand je vous dis en fait guerre froide, vous réfléchissez automatiquement à ces films de James Bond. D'accord? Donc les méchants que sont l'Union soviétique et les gentils que sont les Américains quelque part, et tout le monde croit que l'espionnage, ben c'est parce qu'on parle d'espionnage, on va
parle d'intelligence, c'est juste un euphémisme, une expression gentille. Tout le monde croit en fait que, voilà, que le tout se joue autour d'enjeux politiques, d'enjeux d'armement, etc. Certes, la stratégie militaire elle a toujours été en fait la mère et la marraine et la source d'inspiration en fait de la stratégie économique. Mais aujourd'hui, c'est de guerre économique qu'on parle. Le véritable enjeu mondial actuellement, c'est de guerre économique. Il faut arrêter en fait de jouer à la politique de l'autruche, de se cacher, d'essayer de cacher en fait sa tête, et puis voilà, nous sommes en pure guerre économique. Et quand on parle de guerre économique, ben c'est simple. Il y a l'accès à l'information, il y a la mobilisation des troupes. De la période de Sun Tzu jusqu'à Clausewitz, en passant en fait par tous les stratèges. Tous vous diront la même chose, mobiliser les troupes, et je pense qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Parce que c'est des officiers que j'ai en face de moi. Les managers sont des officiers dans la guerre économique. Les leaders sont des officiers dans la guerre économique. Et l'accès à l'information. Alors quand on parle de veille technologique, elle a deux consoeurs. Parce que veille veut dire en fait que déjà, je dirais pas l'ennemi, parce qu'en guerre économique on n'utilise pas cette expression, et les concurrents, ils ont déjà joué un ou deux coups. Parfois en fait ils ont même quelques centaines d'années d'avance. Hein. Alors il faut rattraper cette avance. Pour la rattraper, il n'y a pas 36 000 solutions. D'habitude, on dit qu'il y en a trois. On établit la veille au milieu. On établit un modèle encore plus gentil qui est en fait le transfert des compétences. C'est un modèle en fait qui est basé sur les partenariats stratégiques, notamment avec le premier partenaire économique français, qui sont bien représentés d'ailleurs aujourd'hui. Et d'autres ayant en fait le modèle le plus actif, qui est l'intelligence économique, pure et dure. Il ne faut plus en fait considérer l'intelligence économique comme étant un tabou. Parce que jusqu'à il y a très récemment, ou même aujourd'hui, on la considère toujours comme étant un tabou. Non. C'est SDA, on en a parlé tout à l'heure, je peux en fait rentrer un peu sur le détail. La chute du mur de Berlin, 1990. Tout le monde croyait en fait que le comité de Solvenay, que le KGB en fait était la plus grande structure en fait d'espionnage dans l'Est. Ben non, on a découvert qu'il y avait un organisme qui avait 5 fois son budget. 5 fois son budget. Et qui était spécialisé en quoi? En l'espionnage économique. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie qui était découverte à Seattle ou n'importe ailleurs en fait dans le monde, ils essayaient de s'approprier. Attention, ces gens-là avaient les moyens de faire de la recherche et développement, et à une très grande échelle, et avaient les ingénieurs et avaient en fait les chercheurs pour le faire. Mais à côté, ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de laisser quelqu'un d'autre les devancer. Alors qu'en est-il de nous, Marocains, qui n'avons pas encore, on a une excellente en fait, structure de recherche et développement et on essaie de l'améliorer, notamment avec la CGN, notamment avec de grandes écoles, notamment avec des centres de recherche. Mais ces gens-là, ils ont fait des milliers d'années en fait d'avance. Des années-lumière. Est-ce qu'on va juste attendre et espérer en fait qu'on va les rattraper? Ou est-ce qu'on est actif et on développe des structures d'intelligence économique capables déjà de nous mettre à zéro, sur la même ligne? Je pense que c'est une condition encore sine qua non pour un décollage économique et pour bâtir un empire économique. Ceci dit, je suis tenté en fait de tourner vers notre hôte, vers notre cher hôte, en fait, que je remercie encore une fois pour cette aimable invitation. Bon, inutile de vous présenter, on est chez vous, on est vos invités, donc the floor is yours, je vous en prie. Merci. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais remercier justement la présence et le soutien que vous nous accordez au niveau de ce forum, de cet échange, et le partage d'expériences que vous faites avec nos élèves. Et je crois qu'ils partiront, ils finiront ces 2 jours de forum bien enrichis de savoir et d'expérience. Et c'est vraiment la concrétisation de l'interaction que l'on peut avoir entre le monde académique et le monde professionnel, en partageant les préoccupations et en anticipant aussi, c'est aussi de la veille, et en anticipant un petit peu les évolutions et les réflexions à venir. Alors, je ne vais pas être long au niveau de la veille, mais je vais juste essayer de faire le lien entre les 2 débats. Alors, pour moi, la veille, c'est d'abord un outil, c'est un outil qui peut être de prévision pour favoriser l'évolution et le développement et l'innovation, et c'est aussi un outil de prévention pour la gestion des risques. Et donc, je pense que on peut commencer peut-être par la veille pour passer ensuite la gestion des risques, mais c'est aussi intéressant de le voir aussi sous cet angle.
Alors, effectivement, je ne vais pas dire ce qui a été dit par CACI, je crois qu'il a été très clair, très explicite. Je vais plus m'attarder sur la veille scientifique et technique dans le cadre d'une formation d'ingénieur. Je resterai à ce niveau-là. Alors, tout d'abord, vous faites systématiquement de la veille dans votre cursus d'apprentissage. Parce qu'effectivement, apprendre, c'est aussi copier ce qui se fait, c'est faire l'état de l'art au niveau scientifique et technique pour pouvoir développer et l'appliquer, le mettre en œuvre pour que ce soit des innovations, que ce soit la gestion de projets. Et donc, l'un des objectifs de la veille, c'est effectivement assimiler l'existant, appréhender les évolutions et les mutations technologiques. Alors maintenant, quels sont je dirais, les ingrédients pour réussir une certaine veille, et surtout pour pouvoir la mettre en œuvre. Bon, il s'agit d'être en phase avec les avancées scientifiques et technologiques, je crois le métier de l'ingénieur, et puis aussi répondre aux besoins socio-économiques. Et les deux, c'est de la veille. Un, effectivement, pour essayer d'apprendre ce qui se fait, et l'autre, c'est d'être à l'écoute du monde professionnel pour pouvoir effectivement développer des choses en phase avec leurs préoccupations. Et le troisième axe aussi, c'est l'ouverture. De manière générale, c'est l'ouverture sur ce qui se fait ailleurs. À l'international, c'est une évidence. Je crois que là-dessus, on a parlé des outils qui sont présents au Maroc. C'est vrai qu'ils méritent encore d'être développés, mais autant profiter aussi de ce qui se fait ailleurs. Et donc, je crois que le développement d'un lien fort, et je parlerai de lien tout de suite après, avec l'international, c'est aussi un outil qui favorise la veille scientifique et technique. Alors, pour résumer, en termes de formation, de manière générale, si l'on veut que la formation soit vraiment un outil de veille, il faut qu'elle soit connectée et de façon forte avec les résultats et les retombées de la recherche scientifique et technique. Il faut aussi qu'elle soit connectée et de façon forte avec les besoins de l'entreprise. Et donc, maintenant, comme l'a dit CRCI, il y a effectivement cette écoute et ce lien, mais aussi le développement des nouvelles technologies d'information est un atout majeur que vous avez aujourd'hui et que nous n'avions pas il y a quelques décennies. La bibliographie, on la faisait à travers des photocopies d'articles, et qu'on pouvait avoir au bout d'un mois, 2 mois d'attente à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, en un clic, vous avez tout le panorama des avancées scientifiques et techniques sur une thématique donnée. Et c'est vraiment le joker de votre génération, ça c'est clair. Maintenant, il faut faire attention aussi, parce que sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, donc il faut faire de la veille critique. Et du filtrage, tout à fait. L'information que vous allez recevoir, il faut effectivement la filtrer et en tirer effectivement ce qui est, ce qui vous intéresse bien sûr, mais surtout ce qui colle avec une certaine réalité. Donc il faut vraiment avoir une veille critique. Alors pour conclure, parce que aujourd'hui nous vous formons en tant qu'ingénieurs sur des techniques qui sont, allez, on va dire d'actualité, on va dire peut-être en avance sur ce qui se fait de quelques années, mais ça ne sera jamais assez. Ça veut dire que vous devrez, tout au long de votre carrière, faire de la veille technologique et scientifique. Et c'est vraiment l'âme de l'apprentissage et de la formation que nous essayons de vous dispenser. On a utilisé cet terme qu'on utilise de plus en plus souvent, c'est apprendre à apprendre, parce que toute une technologie qu'on va vous apprendre aujourd'hui vous aidera peut-être à développer des projets, à innover dans les 4 ou 5 années à venir, mais certainement pas dans les 40 années à venir, et c'est la durée de votre carrière. Donc, soyez à l'écoute des évolutions, donc faites de la veille en continu, critique, comme je l'ai dit, et puis soyez adaptable pour pouvoir la mettre en œuvre.
c'est pour pouvoir l'intégrer dans un contexte qui est tout le temps évolutif. Apprendre à apprendre. Elle est fantastique, cette expression. Elle n'est pas de moi, c'était un ancien prof qui est Jonathan Tapp, tu l'as entendu parler. Et c'était un visionnaire. Alors, ce n'était pas un scientifique, c'était un journaliste qui enseignait dans une école d'ingénieurs. Et je pense qu'il nous a tous appris l'ouverture vers les autres, et surtout l'ouverture d'esprit pour anticiper un petit peu les choses et faire de la paix de façon systématique. Fantastique. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous avez parlé votre exposé était très riche. Pour faire le lien avec monsieur Frédéric Potiadu, qui est directeur central de Marseille, en guise de prélude, vous avez parlé d'un élément qui est très fondamental en matière de veille, à savoir le filtrage, l'analyse. Classiquement, jusqu'à je dirais en fait la fin des années 90, le secret dans la veille résidait entre les mains des hommes de terrain, de ceux qui faisaient la recherche, de ceux qui essayaient de ramener l'information. La révolution technologique d'éthique a créé en fait un excédent d'information. Pour la première fois de l'histoire de la stratégie, on est passé du manque de l'information et de la difficulté d'accès à l'information à l'excès d'information. On est devenu inondé par l'information. Ce qui a fait que même le shift en tant que soi, du pouvoir, il est passé des mains des hommes de terrain, ceux qui font la veille, à ceux qui font l'analyse et le filtrage. Parce que c'est ces gens-là qui prennent en fait toute cette immensité en fait, d'informations qui est de partout dans le monde et qui se doivent de filtrer et de nous dire voilà l'information la plus importante à nous autres preneurs de décision. Donc, docteur Frédéric Potiadu, je vous remercie en fait d'être parmi nous. Je ne peux que demander à la salle de vous applaudir parce que vous êtes en fait venu. Vous êtes directeur d'une prestigieuse école qui est Centrale Marseille. Je serais en fait très heureux que vous puissiez partager avec nous votre expérience en matière en fait, de veille, en matière en fait, de best practices dans ce domaine-là. Donc la parole est à vous, je vous en prie. Merci infiniment. D'abord, je souhaite effectivement remercier votre directeur, Alain Boukamel, pour son invitation à ce forum. Vous dire aussi mon plaisir d'être présent au Maroc. Donc, vous m'avez remercié d'être là, je vous remercie surtout de m'accueillir. C'est toujours un immense plaisir, particulièrement à l'école Astania, puisque je suis ici devant des élèves, sachant que nous avons aujourd'hui accueilli dans nos promotions quelques-uns de vos camarades qui nous ont rejoints dans un programme de double diplôme et ma présence aujourd'hui aussi liée à ce partenariat. Alors il est toujours difficile de prendre la parole après un panel d'intervenants de cette qualité et je vais très modestement vous faire part de quelque chose qui est plutôt un retour d'expérience de notre façon d'aborder la question de la veille technologique sous un angle un petit peu particulier. Je ne vais pas vous délivrer de formation ou même d'information à proprement parler sur la veille technologique, je vais vous donner simplement un point de vue et vous amener avec moi, si vous voulez bien, à changer un petit peu, peut-être, votre regard sur quelque chose qui est parfois à contre-courant dans les écoles d'ingénieurs, j'en parle en connaissance de cause, c'est le rôle de la recherche et le rôle de la formation à et par la recherche à la formation des ingénieurs de demain. Alors, d'abord, quel est le rôle